Chers auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Storia Voce. Vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien qui est indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, vous recevrez un abonnement à notre magazine Histoire et Civilisation. D'avance, merci. Alors, dès 1513, le célèbre Machiavel achève la rédaction de son ouvrage Le Prince, qui propose une théorie politique novatrice. Déjà au début du XVe siècle, Christine de Pisan, la célèbre philosophe et poétesse, avait rédigé La Cité des Dames, où raison, droiture et justice, les personnages de cette Cité des Dames, contribuent à discuter de l'organisation politique. Mais que dire alors du rôle des princesses au XVIe siècle, en l'occurrence en 1529, dans le contexte de l'opposition entre la France et les Habsbourg, en plein cœur des guerres d'Italie. C'est à partir de la découverte d'une minute du traité de Cambrai, en date du 3 août 1529, que Guillaume François et Sylvie Leclèche ont réalisé une étude proposée dans leur ouvrage 1529, La paix des dames, faire la paix à la Renaissance, qui a donc été publié au CTHS, donc l'institut qui est rattaché à l'École des Chartes. Sylvie Leclèche, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, archiviste paléographe et directrice adjointe des archives du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez publié en 2021 une étude qui portait sur les femmes de la Renaissance. Les femmes de la Renaissance, elles ont lutté pour leur liberté. Et vous venez de publier, donc 1529, La paix des dames. Alors, dans quel contexte, est-ce que vous pourriez nous rappeler dans quel contexte cette paix des dames a été négociée ? Alors, cette paix des dames entre la France et l'Empire a été négociée pour mettre fin à un conflit entre le roi de France, François Ier, et l'empereur Charles Quint. C'est un conflit qui était né dans les suites de l'emprisonnement de François Ier. Vous savez que François Ier, en 1525, à la bataille de Pavie, avait été fait prisonnier. Il était retenu en Italie d'abord, en Espagne, et il avait fait une paix qu'il s'était empressé de dénoncer une fois revenu en France. Il avait laissé comme gage, comme otage, ses deux fils qui étaient détenus dans de très mauvaises conditions dans le royaume d'Espagne. Voyant cette situation, il est pressé de faire la paix. Enfin, comme d'habitude, il est un peu contradictoire, c'est-à-dire qu'il dénonce d'abord le traité de paix qui était, il faut le dire, extrêmement difficile à supporter puisqu'il fallait en fait renoncer au duché de Bourgogne. Il fallait le céder définitivement à l'Empire. Dans le même temps, il réunit une ligue de princes autour de lui, la Ligue de Cognac. Celle-ci ne réussit pas à imposer le point de vue de François Ier par la force. Et donc, mis bout à bout, toutes ces conditions, l'emprisonnement des enfants, l'échec de la Ligue de Cognac, conduisent à se dire en 1529 qu'il est temps de finir la guerre. Alors précisément, puisque ce traité a été appelé la paix des dames, qui sont les dames qui ont donné leur nom à ce traité ? Alors c'est d'abord, il faut le dire, la première paix conclue en toute autorité par deux femmes. Alors qui sont-elles ? Marguerite d'Autriche est la tante de Charles Quint. Elle est gouvernante des Pays-Bas, c'est-à-dire l'équivalent d'un gouverneur général. Si elle avait été un homme, elle aurait porté ce titre-là. Et de son côté, Louise de Savoie est la mère de François Ier. Elle est régente, puisque François Ier est parti à nouveau faire la guerre. En tout cas, il n'est pas là. Et c'est elle qui va se rendre à Cambrai
pour rencontrer Marguerite d'Autriche et essayer de négocier pour arriver à une paix qu'on appellera donc la paix des dames, parce qu'elles ont eu un large pouvoir pour négocier et pour conclure cette paix qu'elles ont d'abord signée avant que la paix ne soit contresignée par François Ier d'un côté et Charles Quint de l'autre. Alors, que sait-on de l'éducation de ces deux dames et quelle influence leur éducation a eu sur leur possibilité de négocier cette paix? Alors, toutes les deux ont bien des points communs dans l'éducation. Un premier point qui est tout à fait factuel, c'est qu'elles sont dans le temps tout à fait contemporaines. Elles ont très peu d'années d'écart. Elles sont nées toutes les deux à la fin du XVe siècle. Il est frappant de voir aussi d'ailleurs qu'à 1 an près, elles mourront, puisque Louise de Savoie meurt en 1531 et que Marguerite d'Autriche meurt en 1530. Donc voilà 2 femmes qui ont très peu d'années d'écart, qui sont toutes 2 des princesses, qui ont très bien connu la cour de France. Alors pour des raisons qui sont un petit peu différentes, si on prend Marguerite, Marguerite c'est la fille de Maximilien d'Autriche et c'est la petite fille du grand ennemi, du grand rival de Louis XI. Et à la paix d'Arras en 1482, donc Marguerite avait 2 ans. Et comme gage de paix, elle a été donnée en mariage à Charles, qui n'est pas encore Charles VIII, qui le deviendra. Donc cette petite princesse est élevée à la cour de France. Et de son côté, Louise, qui est une princesse de Savoie, est elle aussi élevée très vite à la cour de France, en tout cas la fréquente assidûment, et durant leur enfance, en fait, elles se fréquentent et elles peuvent bénéficier en particulier des leçons politiques, en fait, de la régente de la cour de France à cette époque-là, après la mort de Louis XI. C'est sa fille Anne de Beaujeu qui prend la régence. Donc c'est une femme à la tête bien faite. Et elle est un modèle d'ailleurs politique pour de nombreuses princesses, dont les petites princesses. Donc elles ont un exemple sous les yeux de gouvernement avisé. Et puis Marguerite, eh bien, elle est fiancée, mais ses fiançailles sont rompues parce que finalement, le futur Charles VIII va en épouser une autre, Anne de Bretagne, et Marguerite est successivement mariée à 2 hommes. Et son deuxième mari n'est autre que le frère de Louise de Savoie, Philibert II de Savoie. Celui-ci meurt en 1504 et d'ailleurs elle lui fera construire à Brou, à la collégiale de Brou, un très beau tombeau. Donc ces 2 femmes ont une enfance commune. Elles ont été élevées un peu dans l'ombre d'un modèle politique féminin. Elles sont belles-sœurs et je dirais que beaucoup de choses les rapprochent puisque finalement ce sont des familles qui sont très proches des familles régnantes de l'époque, que ce soit les Habsbourg d'un côté, qui descendent eux-mêmes pour partie, enfin qui sont alliés au duc de Bourgogne. Donc vous voyez, tout ce monde-là de cousins, de cousines, de belles-sœurs, de beaux-frères, en fait se connaît déjà. Et justement, est-ce qu'on peut dire que à cette époque-là, les affaires d'État sont un peu comme des affaires de famille? Est-ce qu'on peut résumer ça? On peut résumer ça comme ça parce que la conduite de la politique extérieure appartient au souverain. Et que quand on veut faire la guerre, c'est souvent aussi pour défendre un héritage familial. C'est d'ailleurs ce qui oppose François Ier
et Charles de Habsbourg pendant finalement toute leur vie, puisque François Ier défend son héritage italien, enfin l'héritage surtout de Louis XII, dont la grand-mère était Valentine Visconti, duchesse de Milan. Et donc François Ier, lui, ses guerres d'Italie sont bien tournées vers la défense d'un héritage qu'il prétend être familial. Et à l'autre bout du processus, quand on décide de faire la paix, ça se scelle souvent, cette paix, par un mariage. Donc, les princesses sont des gages de paix. Et donc, vous voyez, tout ça, ce sont des événements effectivement bien familiaux et reconnus comme tels à l'époque. Alors, on peut se demander maintenant pour quelle raison cette paix est négociée dans la ville de Cambrai, et est-ce qu'on a plus de précisions sur le cadre de négociation ? Oui, on a plus de précisions parce que nous avons les mémoires de l'époque. Alors, tout d'abord, pourquoi Cambrai ? Cambrai est une ville qui est neutre, une ville libre, située dans l'Empire, mais c'est une ville francophone. Et c'est une ville-principauté dirigée alors par un corps de ville, mais le seigneur, si je puis m'exprimer ainsi, c'est l'évêque de Cambrai. Donc c'est une ville qui est géographiquement commode parce que Marguerite d'Autriche, qui vient de Bruxelles, va pouvoir se rendre facilement à Cambrai. De son côté, Louise de Savoie peut se rendre également facilement dans cette partie nord, dans cette ville limitrophe du royaume de France. Donc tout le monde converge effectivement vers Cambrai. Il y a, alors si on peut parler un petit peu du cadre, les deux princesses ne résident pas dans le même endroit, mais elles sont très très proches. Il y a une rue qui les sépare. Marguerite d'Autriche est dans un monastère, tout comme Marguerite de Navarre, la fille de Louise de Savoie, qui est également dans un monastère. Louise de Savoie, elle, se fait héberger par une cousine qui s'appelle Marie de Luxembourg, qui a des possession dans le domaine royal français. Elle est comtesse de Soissons, elle est comtesse de Marle, elle a le duché de Vendôme, donc c'est une cousine à elle, et elle l'accueille dans son hôtel qui s'appelle l'hôtel de Saint-Paul. Alors, tout ça n'est pas très loin, ce sont des lieux qui sont très très proches. Les mémorialistes rappellent que il y a des galeries existantes entre les différents corps de bâtiments, donc qui permettent de circuler en étant protégés. Et puis en respectant une certaine forme de secret des négociations, une liberté aussi pour les dames de se rencontrer. Et puis il y a des galeries qui sont construites exprès pour que entre les différentes abbayes, les deux abbayes et l'hôtel de Saint-Paul, ces dames puissent aller, comme disent certains mémoires, dans la chambre l'une de l'autre, parce que à cette époque, les femmes reçoivent dans leur chambre à coucher. C'est là où, alors les pièces sont d'assez grande dimension, et donc c'est là où on peut recevoir un petit comité, et Louise de Savoie reçoit Marguerite d'Autriche. Alors ça, c'est le premier petit cercle des négociations. Marguerite, Louise et la fille de Louise de Savoie, Marguerite de Navarre, la sœur de François Ier. À ceci s'ajoute un second cercle qui est constitué de l'entourage de ces dames, c'est-à-dire qu'elles ont des serviteurs, elles ont aussi des ambassadeurs. À l'époque, on appelle ça des agents. Ils ne sont pas forcément permanents dans les villes qu'ils desservent. On estime qu'il y avait à peu près, côté Louise de Savoie, à peu près 4000 Français qui l'accompagnaient, et 1200 à 1200 ou 1300 chevaux.
parce que tout ce monde se déplace à cheval. Et du côté de Marguerite, il y a un petit peu moins, il y a 3000 personnes qui font sa suite, parce qu'il faut pouvoir prendre des notes, donc il y a tout un personnel administratif, et il y a aussi à peu près 1200, 1300 chevaux. Et puis il y a un troisième cercle, qui est que dans tous ces conflits européens, il y a d'autres puissances qui sont impliquées, la Savoie, et également l'Angleterre. Vous savez que pendant toute cette période du règne de François Ier, l'Angleterre a essayé de jouer un rôle de go-between, on dirait, en monnayant ou en organisant son soutien soit à un souverain, soit à un autre. Et donc Thomas More, par exemple, le conseiller politique d'Henri VIII d'Angleterre, est présent également. L'évêque de Londres est présent également. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que vous avez un personnel laïque, mais vous avez aussi des ecclésiastiques qui accompagnent en fait les délégations. Et alors, donc, tout ce personnel qui accompagne les délégations, est-ce qu'il contribue à l'élaboration des clauses du traité? Et finalement, qu'est-ce que le traité contient en lui-même? Oui, il contribue en fait à ce qu'on appelle l'écrit professionnel, parce que le travail des deux négociatrices, c'est comme elles se connaissent bien, c'est effectivement de convaincre l'une, convaincre l'autre, jouer finalement un rôle. Elles sont en représentation, hein. Louise de Savoie apparaît comme une grand-mère éplorée parce qu'elle a ses deux petits-fils qui sont retenus en Espagne. De son côté, Marguerite, qui n'a pas eu d'enfant, mais qui s'est occupée durant sa minorité de Charles Quint, a une expérience aussi, d'une certaine manière, une expérience maternelle. Elles aiment à se dépeindre toutes les deux comme des dames de concorde, des dames de paix, des dames qui vont être raisonnables, là où les hommes sont plutôt prompts à s'affronter. Et derrière tout ça, il faut à un moment donné mettre au point un texte avec des articles. Alors c'est là où les professionnels entrent en scène, parce qu'un traité, ça doit être vu et connu de tout le monde, et on doit le crier, comme on dit à l'époque, sur toutes les places. Il faut que les clauses du traité soient connues, donc il faut qu'elles soient bien rédigées et qu'elles soient conformes, puisque un traité engage deux États souverains. Il faut que ces clauses soient conformes aux lois fondamentales de l'Empire d'un côté et du royaume de l'autre. Alors, à grosse maille, l'idée de ce traité, c'était de faire en sorte que la paix qui avait été conclue à Madrid soit reformulée. Pour François Ier, il ne fallait pas lâcher le duché de Bourgogne, mais pour Charles de Habsbourg, il fallait maintenir effectivement ses prétentions et afficher qu'on demandait toujours le retour de la Bourgogne à l'Empire, mais finalement faire comme si on le demandait, mais organiser les choses pour que ça ne soit pas possible. Alors ça, c'était une entourloupe, une petite astuce de juriste. La spécificité de ce traité, c'est que pour qu'il soit réellement applicable, chacun des deux souverains doit faire approuver et ratifier le traité par des corps intermédiaires. Alors, il y en a beaucoup moins en Empire, mais par exemple, le roi de France ne peut pas rendre exécutoire un traité, hein, selon cette clause, sans le faire approuver par les parlements.
le Parlement de Paris, qui a un énorme ressort, mais les parlements de province également. Et il est bien évident qu'aucun parlement ne ratifiera le rattachement du duché de Bourgogne, enfin le retour du duché de Bourgogne à l'Empire. Donc, de fait, c'est une clause qui restera totalement inapplicable. Il y a d'autres clauses dans le traité où le roi de France s'était rendu propriétaire de toute une partie des États flamands qui avaient vocation à revenir à l'Empire. Bon, là, il stabilise, j'allais dire, sa frontière nord au niveau de la Picardie, et tout ce qui est effectivement déjà un pied en Belgique actuelle, bon, il faut que tout ça revienne à l'Empire, il n'y a pas de contestation. Et puis une des clauses très importantes, c'est qu'il faut organiser un mariage pour sceller cette paix. Ce sera le mariage entre la sœur aînée de Charles le Quint, Éléonore d'Autriche, et François Ier, qui était veuf de Claude de France. Alors, effectivement, est-ce que... Parce que alors, ce n'est pas... Voilà, du coup, je n'ai pas terminé pour les clauses, mais ce n'est pas grave. Il y avait une clause très, très importante, c'est-à-dire que pour que Charles Quint puisse de fait renoncer au retour du duché de Bourgogne dans son empire, il fallait que François Ier lui renonce véritablement à toute prétention italienne. Donc, c'est ce qu'il fait. Voilà, et donc tout le monde est content, parce que finalement, c'était quand même le point essentiel. Oui, ça clôture des années de conflits. Absolument. Parce qu'on en était entre la 6e et la 7e guerre. Oui, c'était la 7e guerre. Donc, voilà. Puis ça reprendra après, malgré tout, ce sera la 8e. Mais bon, au moins ça stabilise les choses pendant quelques années. Oui, et alors justement, donc, cette paix est signée entre deux dames. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est quand même 3 dames qui apportent la paix ? Oui, on peut le dire, et ce d'autant plus qu'au musée d'Anvers, vous avez une gravure sur bois qui est un petit livret qui représente justement les dames de paix, et que sur ce qu'on appelle le frontispice, la page de titre, vous avez 3 dames et vous n'en avez pas 2. Vous avez bien Marguerite d'Autriche, vous avez bien Louise de Savoie, mais vous avez également Marguerite de Navarre. Et alors, au pied des 3 dames, il y a un homme couché, et on pense que c'est la divinité Mars, qui est donc masculine, et qui symbolise le dieu de la guerre, et les 3 dames foulent aux pieds donc le dieu Mars. Alors, quel rôle Éléonore parvient-elle à jouer, en partie avec sa personnalité ? Alors, Éléonore c'est d'abord la sœur de l'empereur, donc ce n'est pas, j'allais dire, n'importe qui. On espère que, fréquentant la cour, elle va offrir un point de stabilisation dans les relations entre l'Empire et la cour de France. Elle n'est pas forcément très bien accueillie à la cour de France. C'est-à-dire qu'il faut distinguer l'entrée royale où elle va arriver à Paris. Il y aura de nombreux livrets imprimés de communication. C'est de la communication officielle où on va vanter le fait en particulier que Éléonore danse très bien, enfin qu'il y a une certaine élégance. Mais il faut savoir que cette cour de France à l'époque, qui suit le roi dans beaucoup de ses déplacements, est une cour qui n'est pas très internationale et qui est assez chauvine. Voilà. Et dans cette cour, finalement, on n'aime pas les étrangers. Voilà. On brocarde beaucoup les Italiens, et on va brocarder la pauvre Éléonore. On essaiera de la faire passer pour quelqu'un de très, très, très effacé, qui
parlent le français avec un fort accent étranger. Bref, tout ça, c'est un petit peu ridicule. Elle finit malgré tout par s'imposer et jouer son rôle de reine. Et puis surtout, à une époque et ça c'est un peu injuste, à l'époque de la Renaissance, le beau et le bon sont associés. Et en particulier du point de vue des femmes, on attend d'elles qu'elles soient belles. Voilà, je dirais pas que c'est pas sois belle et tais-toi, mais c'est parce que finalement elles ne se taisaient pas tant que ça, les femmes, quand elles avaient une parcelle d'autorité qui leur venait de leur statut. Mais il est clair que quand on regarde les portraits d'Éléonore d'Autriche, elle a le visage en long des Habsbourg qui n'est pas très très gracieux, les traits ne sont pas très très fins, et on était habitué à la cour à bâtir déjà un certain stéréotype de beauté. Voilà. Les dessins de Clouet, par exemple, montrent des courtisans qui ont le visage impassible, les traits assez fins, la mise très élégante, rien ne scille sur leur visage. Il y a une forme de calme qui se dégage, et les traits sont très équilibrés et très harmonieux. Or, la pauvre Éléonore, c'est vrai, a le visage assez grossier, une bouche assez importante, le menton assez long et assez prognate, tout comme son frère et Oui. comme tous les Habsbourg. Si vous regardez les tableaux de Velázquez, j'allais dire pendant encore une bonne centaine d'années, tous les Habsbourg ne sont pas très très gracieux. Et cette cour est assez cruelle et trouve que la reine, en gros, n'est pas belle. Alors, donc, finalement, est-ce que vous, en tant que spécialiste des femmes, vous pensez que vous pouvez infirmer le fait que les femmes ne jouent un rôle que lors des régences ou des mariages? Parce que c'est un petit peu l'impression que ça donne. Vous avez parlé tout à l'heure d'Anne de Beaujeu, là d'Éléonore par mariage. Est-ce que c'est un cliché finalement? Alors non, c'est pas un cliché, je pense que c'est une réalité sociale. Alors évidemment, quand on regarde toute la société française, on ne peut pas se focaliser uniquement sur les reines et les princesses, mais c'est une constante observée par d'autres historiennes et d'autres historiens. Plus une femme appartient à un milieu social élevé, et particulièrement l'aristocratie, parce qu'on vit dans une société qui est très inégalitaire, plus finalement le fait qu'elle soit une femme et pas un homme fait qu'elle a un certain nombre de garanties. Et donc une femme de l'aristocratie, déjà, une femme qui est seigneur, par exemple, qui, dans son mariage, apporte des terres, mais également des droits seigneuriaux. C'est une femme puissante, potentiellement puissante. Personne ne lui conteste ce pouvoir. Le rôle des reines et le rôle des princesses, c'est une extension, finalement, à la sphère publique, si je puis m'exprimer ainsi, d'un rôle qu'elles ont déjà socialement dans la sphère privée. Donc ces femmes-là peuvent être amenées, quand il y a régence, à se voir donner les clés du pouvoir. Si par ailleurs, et c'est le cas pour Marguerite, et c'est le cas pour Louise, et c'est le cas pour Marguerite de Navarre, elles ont reçu une éducation soignée, qui n'est pas bâclée. C'est pas parce qu'elles sont des femmes qu'elles sont moins instruites que les hommes. Elles ont elles aussi des précepteurs. Elles ont à la fois tous les outils sociaux et tous les outils éducatifs pour jouer un rôle important dans la société. Pour les autres femmes, celles qui ne sont ni reines ni princesses, il faut qu'elles trouvent leur chemin pour établir une capacité d'agir. C'est beaucoup le cas dans certains milieux économiques, comme par exemple les veuves d'imprimeurs qui sont associées à la gestion de l'affaire familiale et qui, quand elles deviennent veuves, continuent à
diriger l'entreprise familiale, même s'il y a un partage des rôles entre le mari et la femme. C'est pareil, des femmes ont eu une capacité à produire de l'écrit, elles ont brillé, et ça peut être des femmes de la bonne bourgeoisie dans les provinces, c'est pas forcément à Paris. Donc il y a une certaine capacité des femmes à agir à la Renaissance, mais plus elles sont dans les hautes sphères qui touchent à la politique, plus on peut leur reconnaître, de par leur statut, une capacité à agir. Et est-ce que on peut dire qu'il y a une diplomatie, une rhétorique diplomatique féminine qui a été inventée à la Renaissance? Alors, il y a incontestablement une diplomatie qui se structure à la Renaissance. Alors, pour les hommes comme pour les femmes, parce que c'est le moment où les souverains vont envoyer de plus en plus fréquemment des agents pour parler à leur place, pour parlementer. Il y a même une théorie qui va s'échafauder au cours du XVIe siècle et que rappelle d'ailleurs Philippe Duplessis-Mornay, qui était le conseiller politique d'Henri IV. Il dit les rois ne doivent pas se voir directement pour négocier la paix. En gros, il dit en substance, les rois vont vite s'échauffer. Ça va finir en rivalité et il vaut mieux qu'ils laissent faire les intermédiaires. Alors évidemment, ces conseillers prêchaient pour leur paroisse, parce que ça leur donnait une position effectivement professionnelle et personnelle auprès des rois. Donc il y a un art de la diplomatie qui repose sur l'existence d'intermédiaires que sont ces conseillers. Les femmes, elles, appartiennent à ce qu'on appelle la diplomatie informelle. Ce qui est original dans la paix des dames, c'est que vous avez à la fois une diplomatie informelle parce que Marguerite, les deux Marguerite et Louise, finalement, se rencontrent assez librement dans la chambre à coucher. Elles se rencontrent en étant libres aussi de leurs propos, c'est-à-dire qu'elles ont un mandat pour négocier, mais qui les empêche de parler d'autre chose également? Personne. Et c'est elles qui choisissent leur entourage. C'est elles qui vont dire, un tel, mon petit entourage, je veux bien qu'il m'accompagne. Non, là, je veux, ma cousine, vous parler en privé. Voilà, donc elles ont effectivement ce rôle qui peut être à la fois dans le formel et dans l'informel. Et donc c'est cette alliance en fait de la diplomatie formelle qui va aboutir à une paix qui sera vue, connue, sue de tous, qui sera ratifiée parce qu'elles apposent leur signature en bas de la minute. Donc c'est bien un écrit qui symbolise la force de l'écrit dans l'exécution d'un texte. Donc ça, c'est formel, c'est professionnel, mais il y a, pour une bonne négociation, il y a tout un environnement amical, familial, relationnel, et les femmes sont effectivement attachées à certaines qualités qu'elles tirent de la lecture de Christine de Pisan, que vous avez citée au départ. C'est-à-dire que Christine de Pisan estime qu'une femme peut faire jouer son intelligence et sa finesse, et que ça compense finalement une sorte de stéréotype qui veut que la femme, parce qu'elle est plus faible physiquement que l'homme, soit aussi moins endurante dans quantité d'activités. Donc elle est faible globalement, sauf que du point de vue des qualités morales, la femme peut même surpasser l'homme. Et finalement, quand on regarde Louise de Savoie et la manière dont elle est représentée dans les manuscrits, ce qui sont des manuscrits qu'elle fait enluminer à l'usage de ses enfants pour les former à la culture politique, elle utilise la religion, les vertus de prudence, les vertus, qui consistent
à dire qu'un homme ou une femme suffisamment civilisée, c'est quelqu'un qui sait se contenir. Elle se représente avec un gouvernail entre les mains, ce qui veut dire qu'elle sait tenir la barre quand les circonstances sont difficiles. Elle utilise le compas, hein, qui est l'outil du jugement précis, hein, et de la rigueur. Et dans tous les petits livrets de propagande, elle est assimilée à une dame de concorde, à une dame de prudence. Et Marguerite, de son côté, aussi professe les mêmes valeurs. Donc ça, pour des femmes qui font la paix dans un environnement très masculin, qui est plutôt porté à l'affrontement physique, c'est quelque chose qu'elle vende, entre guillemets, comme étant très spécifiquement féminin. Et c'est pour ça aussi que ça marche. Temporairement, mais ça marche. Alors, on peut le rappeler, votre ouvrage a été un peu initié par la redécouverte d'une minute de ce traité. Et donc, en quoi cette redécouverte a changé la vision historique de l'événement de la paix des dames? Alors, c'est effectivement les circonstances de la redécouverte. Elles sont très originales. Ça fait partie des surprises de la vie d'archiviste, hein. Je m'empresse de dire que Guillaume François et moi, nous avons coordonné effectivement l'ouvrage. Guillaume a beaucoup écrit dedans. Moi, j'ai écrit aussi. Mais c'est un ouvrage à la base qui est un ouvrage collectif, puisque ça vient d'une journée d'études que nous avions tenue en 2021. Donc dedans, vous trouverez également des spécialistes d'un certain nombre de phénomènes qui expliquent le contexte, hein, d'où vient ce traité, qui revient aussi sur l'appareil d'État face à la diplomatie de la Renaissance. Bon, un certain nombre de communications qu'on a transformées effectivement en articles. Et il y a un article également sur les dames, une autre vision du pouvoir. Alors, pour revenir à la minute, c'est vrai qu'on a dans notre imaginaire, pour nous tous, un traité, c'est une très belle pièce. D'abord par sa forme, on imagine que les traités sont des documents plutôt sur parchemin de grande dimension, qu'ils sont scellés, qu'ils sont même contenus dans des portefeuilles un peu précieux avec des décors. Et ici, ce qui a été retrouvé, ce n'est pas la mise en forme scellée du traité, c'est la minute. Et c'est très intéressant parce que si, par exemple, on compare avec la manière de travailler aujourd'hui dans l'administration, avant d'en arriver à une décision finale, on constitue ce qu'on appelle un fond de dossier. La minute, elle appartient à ce fond de dossier. Donc la minute, on considère que c'est la mise au net, de l'accord, hein, qui donnera lieu à une mise en forme beaucoup plus solennelle. Mais sur la minute, quand on lit la minute, on peut se rendre compte aussi d'un certain nombre de choses. Par exemple, ces deux femmes signent. Je vous ai dit au début qu'il y en a une qui meurt en 1530, l'autre en 1531. On déduit de la signature maladroite et assez tremblotante, on déduit que, elles sont fatiguées et probablement pas forcément en très très bonne santé. Alors, elles sont quand même assez résistantes pour avoir fait le voyage, pour avoir quand même tenu 1 mois de négociation. Il faut quand même le faire, hein, parce que avec tout cet entourage autour d'elles, même si elles étaient chacune dans leur logement et qu'on peut espérer qu'elles avaient un peu de calme, quand une princesse se déplace, elle a énormément de personnes autour d'elle et on imagine très bien un va-et-vient. Donc l'expérience est physiquement assez éprouvante et sur la minute, si vous voulez, vous avez les signatures originales de ces deux femmes. Ce qui n'est pas le cas sur tous les traités, les très beaux traités mis en forme. Très souvent, ils ne sont pas signés de la main du roi, par exemple. Ils sont signés d'un secrétaire dit de la main,
qui fait la signature du roi. Vous savez, les rois n'avaient pas forcément tous l'habitude d'écrire tous les jours. Donc à un moment donné, quand on perd l'habitude d'écrire, regardez ce qui se passe avec le micro-ordinateur, on a parfois une écriture qui est hésitante et une signature qui n'est pas terrible. Et donc, d'une certaine manière, cette minute, c'est l'archéologie de la pensée. Qui conduit à l'accord. Et pour nous qui cherchons à replacer les pièces dans leur contexte de production, c'est intéressant aussi parce que cette minute n'a pas été versée aux archives diplomatiques de l'époque, qui étaient encore dans les limbes. C'est-à-dire que les rois avaient beau dire à leurs agents publics qu'il fallait que, quand un conseiller décède, eh bien, il transmette ses papiers à son successeur. Il faudra attendre Richelieu, en réalité, pour qu'il y ait une volonté très très ferme de la royauté de faire en sorte que un collaborateur diplomatique ne garde pas dans ses papiers familiaux tout ce qu'il a pu produire, et que tout ça devienne ce qu'on appelle des papiers d'État. Et là, en l'occurrence, la minute était contenue dans les papiers d'une famille qui était très célèbre, la famille de l'Aubépine. C'était des secrétaires d'État. C'est Henri II qui avait inventé les secrétaires d'État, mais avant lui, François Ier travaillait avec ce qu'on appelle les notaires et les secrétaires du roi. Ces juristes professionnels, c'était eux qui écrivaient effectivement tous les actes royaux et qui écrivaient aussi donc ce type de traité. Et très probablement que le conseiller qui a rédigé et qui était dans l'entourage de cette famille l'Aubépine, il a considéré que la minute, c'était un document de travail, même si on sait que c'est la version aboutie effectivement de l'accord. Mais il a gardé ça, en tout cas la famille a gardé ça dans ce qu'on appelle un chartrier, c'est-à-dire un fonds d'archives où il y a tous les titres de propriété, tous les comptes d'une famille. Et c'est quand le chartrier a été dispersé qu'on a été alerté sur son existence. C'est un chartrier après lequel, je dirais, beaucoup d'organismes publics couraient parce qu'il était très intéressant. Et c'est le chartrier de Villemont. Et donc, après l'Aubépine, c'était Maximilien de Béthune, le duc de Sully, qui avait possédé ce fonds d'archives. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans un entourage, vous avez des personnes qui établissent des archives qu'elles considèrent comme privées, alors qu'en réalité, ce sont des archives publiques. Mais à l'époque, le considérer comme nous, on le considère aujourd'hui, ce n'était pas encore véritablement d'actualité. Eh bien, merci Sylvie Leclèche d'être venue au micro de Storia Voce. Merci à vous de m'avoir invitée. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être toujours aussi fidèles à nos grands entretiens. Et nous espérons vous retrouver toujours plus nombreux à nous écouter.